Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons maintenant attaquer les symétries et le spin. Alors, les symétries jouent un rôle majeur en physique. D'abord, elles permettent souvent de simplifier la solution des équations. Si on trouve une solution, en appliquant les symétries, on peut alors trouver d'autres solutions. On a vu aussi que, par exemple, avec la symétrie sphérique, on avait une simplification de l'équation de Schrödinger qui pouvait se séparer en une équation pour les angles et une équation pour la distance à l'origine. Il y a aussi un fort lien entre les symétries et les lois de conservation. La conservation de l'énergie, la conservation de l'impulsion. Nous reviendrons sur ces aspects. Enfin, elles ont un rôle très profond, par exemple en physique des particules, où les symétries permettent de classer les particules. Le spin est une propriété qui est reliée aux rotations et au moment angulaire, donc liée aux symétries par rotation. Mais le spin a aussi un aspect particulièrement lié à la mécanique quantique, c'est un phénomène quantique pour lequel on trouve très peu d'équivalents en physique classique. Et on peut difficilement se passer du spin, puisque toutes les particules portent une propriété de spin, et donc le spin est incontournable. Alors, avant de passer au spin, nous allons parler un peu des symétries. Alors, dans ce qui suit, nous adopterons le point de vue de Schrödinger. Alors, qu'est-ce qu'une symétrie? Alors, dans le sens commun, une symétrie, c'est la symétrie gauche-droite. C'est le fait que, si on observe son image dans un miroir, on obtient la même chose. Il y a l'inversion gauche-droite, laisse l'objet inchangé. On l'appelle d'ailleurs symétrie miroir. Mais en physique, les symétries sont beaucoup plus vastes. Le concept est étendu à bien d'autres situations. On peut dire que la symétrie miroir est une symétrie un peu naïve, mais elle ne l'est pas tout à fait, parce que c'est quand même une des symétries de la physique aussi. C'est simplement que dans le sens commun, on se limite pratiquement toujours à cette symétrie. Mais on comprend aussi très bien ce qu'on entend par symétrie sphérique, c'est-à-dire identique dans toutes les directions. Dans ce que nous verrons surtout des symétries dites géométriques, comme la symétrie sphérique ou la réflexion dans un miroir. Mais nous aborderons aussi d'autres types de symétries. Alors, en physique, on applique le mot symétrie à toute transformation qui agit sur les grandeurs physiques, par exemple la position et le temps, pour des transformations géométriques, une transformation U quelconque qui va transformer un état psi x en un état psi prime de x. On effectue une transformation du vecteur d'état. Alors prenons un système qui évolue au cours du temps. Un atome, une molécule, n'importe quel système physique. On a son état à l'instant 0, psi x 0, et celui-ci va évoluer selon l'équation de Schrödinger avec l'hamiltonien h jusqu'à l'état psi x t à un instant t ultérieur. Alors on peut appliquer notre transformation à ces états. U va donner psi prime x 0, et si on l'applique à l'état final, on obtient psi prime x t. Voilà. La question est, supposons que le système se trouve dans cet état-là. S'il évolue au cours du temps, va-t-il aboutir à cet état-là, à cet état transformé là? Eh bien, pas nécessairement. La transformation peut être quelconque, a priori, et il n'y a pas de raison, donc, a priori, de supposer que ce système va évoluer de la même manière que le système d'origine, avant transformation. S'il évolue de la même manière,
c'est-à-dire si l'évolution de l'état transformé est la même que la transformation de l'état final, si oui, alors on dit que la transformation U est une transformation de symétrie, parce qu'elle laisse l'évolution du système inchangée à la symétrie près. Alors, donnons un exemple de transformation simple. Une transformation simple, c'est une translation. Donc, on a un objet à un endroit et on le déplace d'une certaine distance, ou un certain vecteur, ρ, à un autre endroit. Par exemple, j'ai un atome là et je le déplace à un autre endroit. C'est une transformation possible. Notons que si on considère la transformation du système, on doit considérer tout ce qui peut influencer le système. Ainsi, on va déplacer l'atome, mais également tout ce qui pourrait l'influencer. Donc, le résultat peut dépendre de ce qu'on appelle système. Supposons que j'ai un atome et que j'applique un champ magnétique avec une machine. Il est clair que si je déplace l'atome et que je le sors de mon champ magnétique, il ne va plus évoluer de la même manière. Il ne sera plus dans le champ magnétique. Donc là, il n'y aura pas de symétrie à la translation. Par contre, si je déplace l'atome ainsi que tout le champ magnétique avec lui, je vais me retrouver dans la même situation à un autre endroit. L'atome va évoluer de la même manière. Donc, il faut bien entendre ce que l'on entend par système et transformation du système. Alors, disons d'emblée qu'il y a deux points de vue dans les symétries. Il y a ce qu'on appelle le point de vue actif et le point de vue passif. Le point de vue actif consiste à dire je transforme le système lui-même. Par exemple, je déplace mon atome. C'est le point de vue que j'ai adopté jusqu'ici. Et il y a le point de vue passif. Puisque je mesure ses coordonnées à un endroit donné, par exemple, l'atome est à la coordonnée 0, et je déplace à la coordonnée, disons, 100, 1 mètre plus loin, 100 cm, je pourrais, au lieu de déplacer l'atome, changer mon système de coordonnées, dire que je mesure la position 0 là, et que l'atome, qui n'a pas bougé, est maintenant mesuré à la position 100. D'un point de vue description du système, ça revient au même. Je décris par exemple un état, une fonction d'onde qui dépend des coordonnées, de la position, et que je déplace l'atome en 1 mètre plus loin ou que je change mes coordonnées d'1 mètre, si du moins je déplace tout ce qui est nécessaire avec, ça ne devrait pas changer. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le principe de relativité. Nous avions touché un mot du principe de relativité quand nous avions parlé de l'électromagnétisme. Le principe de relativité dit que peu importe le système de repères qui permet de donner les positions aux différents objets, peu importe le choix du système de référence. C'est le principe de relativité. Et donc celui-ci, le principe de relativité, implique que peu importe qu'on déplace l'objet et tout le reste avec, éventuellement toute la Terre et tout l'univers, vous déplacez tout, ou bien si vous changez simplement le système de coordonnées. Alors, c'est donc ce principe actif, on déplace l'objet, et le point de vue passif, on change les coordonnées, sont donc équivalents. Mais mentalement, quand on pense aux symétries, on a plus facile avec le principe actif. On a plus facile de dire, je déplace l'objet, plutôt que je commence à jouer avec les coordonnées. Par contre, du point de vue des calculs, le point de vue passif est souvent plus facile. Parce qu'on manipule des nombres, des coordonnées, plutôt que d'imaginer un système qui a changé de place. Souvent, le principe passif est plus facile au niveau calcul. Mais, comme les deux points de vue, passif et actif, sont équivalents, ça revient au même. Et donc, c'est bien pratique de pouvoir passer d'un point de vue à l'autre.
Alors, considérons un système quantique décrit par un vecteur d'état, un ket alpha. Il est translaté. Alors, on a noté ça UR pour dire qu'on déplace selon la coordonnée R d'une distance ρ. Il devient alors le ket alpha prime. Ou si je le décris avec les fonctions d'onde, psi alpha de R devient psi alpha prime de R. Alors, que vaut psi alpha prime de R? J'ai déplacé mon système de la distance ρ. Alors, on vérifie très facilement que psi alpha prime de R plus ρ doit être égal à psi alpha de R. Alors, pourquoi plus ρ? Pourquoi pas moins ρ? Mais c'est facile à comprendre. Imaginez que psi, c'est une espèce de petit paquet d'ondes qui est centré sur l'origine, au point 0. Dans ce cas, le maximum du paquet est en psi de 0. Puisque je déplace le paquet à la position ρ, à ce moment-là, son maximum va être en ρ. Donc le maximum de cette fonction-là en ρ doit être égal au maximum de cette fonction-là en 0. D'où le fait qu'on fait un plus. Alors, on aimerait bien trouver la transformation U. Donc la transformation ici. On cherche une transformation UR de ρ qui, appliquée à psi alpha de R, donne psi alpha prime de R. Bien sûr, on va utiliser ceci. Alors ici, je ne vais pas vous faire le calcul, parce que c'est pas très compliqué, mais ça fait appel à des notions telles que le développement de Taylor, le développement en série, avec des dérivés. Donc, c'est pas difficile, mais ce n'est pas non plus élémentaire. Et le calcul permet alors de trouver UR de ρ en fonction de la dérivée de la position, de la variation avec la position, et la variation avec la position, on sait que c'est lié à l'impulsion. C'est l'opérateur impulsion. Et on trouve, donc je donne le résultat, que UR de ρ, c'est l'exponentielle de moins I, P l'impulsion, fois ρ, le déplacement, divisé par H bar. Tout simplement. Alors pour cette forme-là, on l'a vu, si l'opérateur est hermétique, c'est le cas parce que ρ c'est un nombre réel, on déplace d'une quantité réelle, pas complexe bien entendu. P est un opérateur hermétique, et dans ce cas-là, quand ceci est un opérateur hermétique, l'exponentielle de moins I, l'opérateur hermétique, ça donne une transformation, un opérateur unitaire. Donc, la translation est écrite par un opérateur unitaire. D'ailleurs, nous avons vu que les transformations unitaires conservaient la norme des objets, leur grandeur. Et bien entendu, une translation déplace les objets, mais ne modifie pas leur taille, ne modifie pas leur amplitude. Donc, la transformation est unitaire. Alors, est-ce que c'est une symétrie? Eh bien, pour ça, il faut voir si elle obéit à l'équation de Schrödinger. Si l'état transformé, translaté, obéit à l'équation de Schrödinger. Et ça, c'est très facile à voir. Si je fais IH bar, la variation au cours du temps, t sur dt, de alpha prime, c'est égal à IH bar, on utilise la définition de UR,
IH d sur dt alpha. UR ne dépend pas du temps. Et ceci, c'est égal, il suffit d'utiliser l'équation de Schrödinger pour l'état normal, l'état d'origine. Ça donne UR H alpha. Et on veut une solution en fonction de alpha prime, donc on utilise à nouveau la relation. Ça donne UR croix, le conjugué hermétique, alpha prime. Ceci égale ça, ce n'est pas l'équation de Schrödinger. Si on voulait obtenir l'équation de Schrödinger, il faudrait que ça soit égal à H alpha prime. IH bar fois la variation au cours du temps égale H alpha prime, l'équation de Schrödinger. Donc, ça serait une symétrie si ceci égale ceci, c'est-à-dire si la transformation fois H fois la transformation, le complexe conjugué, l'adjoint hermétique est égal à H. C'est-à-dire, on l'obtient tout de suite, si UR H, le commutateur, égale 0. Ceci, cette petite démonstration, ne dépend pas de la forme de UR. Elle est vraie pour toute transformation. Donc une transformation est une symétrie si elle commute avec l'hamiltonien. Par exemple, pour ici, le seul opérateur qu'on trouve ici, c'est P. Avec l'exponentielle, ça donne des P, plus des P carrés, etc. Donc, UR va commuter avec l'hamiltonien si P commute avec l'hamiltonien. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'impulsion et l'énergie peuvent être mesurées ensemble, avec autant de précision qu'on le veut. Et du point de vue matriciel, les deux opérateurs peuvent être diagonalisés en même temps. Ils peuvent avoir des valeurs propres précises en même temps. Si l'opérateur est R, on calcule facilement, et c'est assez évident avec un minimum de réflexion, que U, R, U croix, est égal à R plus ρ. La transformation de la position donne la position déplacée, ce qui est un peu logique, hein, puisqu'on fait une translation. Ce type de raisonnement peut s'appliquer à tout opérateur. Si on a un opérateur oméga quelconque, on voudrait connaître sa valeur entre deux états transformés, alpha prime et bêta. Il suffit de remplacer les états par les états de base transformés, UR, bêta. Donc, tout opérateur se transforme en avec U, comme pour les transformations que nous avions vues dans la théorie des transformations. C'est exactement la même chose. Ici, c'est U croix, excusez-moi. Et donc, appliqué à R, cela donne R plus ρ. Voilà, alors, un tout petit mot sur la notion de groupe. Alors, en mathématiques, on appelle un groupe un ensemble avec une opération, appelons-la petit rond, tel que, si on prend deux éléments quelconques de cet ensemble, G1, G2, ça en donne un troisième. G1, petit rond, G2, égale G3. L'opération petit rond A est associatif, et tout élément, il y a une unité
dans le groupe, un élément qui est l'unité. Tout élément G, petit rond, l'unité égale G. Et tout élément possède un inverse. Ça, c'est la définition des groupes. Pour donner un exemple, l'addition. L'addition des nombres entiers, positifs et négatifs, forme un groupe. Parce que 1 plus 3 donne un autre nombre, 4. Il existe une unité, 0. 0 plus n'importe quel nombre donne le même nombre. Et tout nombre a un inverse. 2 plus moins 2 donne 0. La théorie des groupes en mathématiques est une théorie qui est assez complexe, puissante, très développée, et à chaque groupe, défini par ses différentes propriétés, on définit on a classé les groupes, on leur donne des noms. Et il s'avère que les groupes, c'est ce qui est idéal pour étudier les symétries. Alors, nous ne plongerons pas dans la théorie des groupes, nous n'allons pas faire des développements mathématiques très élaborés avec la définition, les démonstrations sur la théorie des groupes. Donc je signale pour l'anecdote et pour le fait que ces groupes ont des noms. Et les translations forment un groupe. On peut composer 2 translations pour obtenir une troisième translation. Chaque translation il y a une transformation unité qui est ne pas bouger. Et chaque translation a un inverse, c'est-à-dire la translation dans l'autre sens. Et le groupe des translations à une dimension est noté par les mathématiciens U1. Donc si vous voyez U1, vous saurez que c'est le groupe des transformations qui correspondent par exemple à des translations. Chaque groupe peut être matérialisé de différentes manières. On dit une représentation du groupe. Les translations sont une représentation du groupe U1. Une rotation autour d'un cercle, c'est aussi, en combinant 2 rotations pour en donner une troisième, c'est aussi le groupe U1. Plus exactement, comme il s'agit de l'espace à 3 dimensions, on peut se déplacer dans 3 directions et combiner les directions. Il s'agit en fait du groupe U1 fois U1 fois U1. Les mathématiciens notent croix pour appeler, qu'ils appellent produit direct. Donc c'est U1 croix U1 croix U1. 3 translations, des translations dans 3 directions possibles qu'on peut combiner de toutes sortes de manières. Ça c'est le nom. Voilà pour la présentation des symétries et pour les translations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un autre type de translation, à savoir les translations dans le temps, qui sont fort semblables à ceci, avec quelques subtilités. Je vous remercie.